J'ai tué ma belle-mère dans l'esprit de tous ceux qui me connaissaient, sans verser une goutte de sang, et pourtant, c'est elle qui m'a traîné devant les tribunaux comme un criminel vulgaire. Mon père, ce colosse silencieux forgé par les guerres d'Algérie, a ri au nez des avocats en la renvoyant chez les militaires, comme on expédie un soldat dévoyé au front pour qu'il apprenne la discipline à coups de botte. Et moi, dans ce chaos familial qui puait la trahison et le parfum bon marché, j'ai juré sur les tombes de ma mère disparue que cette femme paierait non pas sa vie, mais son âme morceau par morceau, jusqu'à ce qu'elle implore la pitié qu'elle n'a jamais accordée. Le soleil de juillet cognait dur sur les boulevards de Neuilly-sur-Seine, cette banlieue chic où les villas se pavanaient derrière leurs grilles forgées, comme des bourgeois engraissés qui feignent l'humilité. J'étais assis sur le perron de notre maison familiale, celle que mon père avait achetée avec les indemnités de ses campagnes, un bloc de pierre haussmannien qui abritait nos secrets plus sûrement qu'un bunker. Dans ma main, une cigarette que je n'allumais pas, un tic hérité de lui, ce rituel de contemplation avant la tempête. Les voisins passaient, élégants dans leurs tailleurs lin, ignorant que derrière ces murs, une guerre se préparait, plus vicieuse que les embuscades d'autrefois. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lors de ce fameux ménage. Pas le genre de ménage qu'on fait avec un balai et du savon de Marseille, non. Le vrai ménage, celui qui vide les tiroirs des mensonges accumulés. Ma belle-mère, Élise, avait toujours été une ombre parfumée à la lavande, une veuve de guerre recyclée en épouse trophée quand mon père, veuf lui-même depuis la mort de maman en 1998, avait craqué pour son sourire carnassier lors d'une réception à l'Élysée. Elle avait 45 ans à l'époque, lui en avait 58, moi, j'en avais 22, étudiant en droit à la Sorbonne, et je la voyais déjà comme un serpent qui muait dans notre nid. Ce jour-là, j'étais rentré plus tôt de mes cours, les nerfs à vif après une dispute avec un professeur sur la jurisprudence des biens matrimoniaux, ironie du sort, puisque c'est précisément ce qui allait me sauter à la gorge. La maison était silencieuse, trop pour un après-midi de printemps où les rosiers du jardin exhalaient leur poison sucré. J'ai poussé la porte de la bibliothèque, ce sanctuaire de mon père rempli de volumes reliés sur Napoléon et les traités de paix ratés, et là, je l'ai vue. Élise, penchée sur le bureau massif en acajou, fouillant dans les papiers comme un rat dans un grenier. Ses doigts manucurés, ornés de bagues qui n'étaient pas à elle, triaient des contrats, des relevés bancaires, des testaments provisoires. « Qu'est-ce que tu fous là » ai-je lâché, la voix rauque, comme si j'avais avalé du gravier de la Seine. Elle s'est redressée d'un bond, son chignon impeccable à peine dérangé, et m'a toisé avec ce regard de louve qui feint l'innocence. « Alexandre, mon chéri, je rangeais un peu. Ton père est si désordonné avec ses affaires militaires. » Sa voix, ce miel empoisonné, glissait sur moi comme de l'huile sur l'eau. Mais j'ai vu les documents, les procurations qu'elle avait signées en douce pour détourner des fonds de la pension de retraite de papa vers un compte offshore à Genève. Des petites malversations, pas assez pour alerter les fiscs, mais suffisantes pour saigner l'héritage goutte à goutte. Le ménage qu'elle faisait, c'était le nôtre où elle pillait notre histoire pour engraisser son avenir. Je n'ai pas crié. Pas encore. J'ai refermé la porte derrière moi, doucement, comme on verrouille une cellule. Montre-moi ce que tu as pris. Elle a ri, un gloussement de gorge qui m'a donné la nausée, et a jeté les papiers sur le tapis persan. Pris. Je protège la famille, Alexandre. Ton père est vieux, il oublie. Moi, je pense à nous tous. Nous tous. Le mot m'a transpercé comme une baïonnette. Elle n'avait jamais été nous. Elle était l'intruse, la survivante de ses propres ruines qui avait épousé un homme pour son nom et ses médailles. Ce soir-là, au dîner, j'ai confronté papa. Il était assis à la table massive de la salle à manger, son uniforme de cérémonie plié sur le dossier de sa chaise, un vestige de sa promotion au rang de colonel honoraire. Élise avait préparé son pot-au-feu, ce plat qu'elle prétendait provençal pour impressionner, mais qui puait le réchauffer d'une vie sans saveur. Papa, elle vole. Regarde ça. J'ai posé les copies que j'avais photocopiées en cachette sur la nappe damassée. Ses yeux gris acier qui avaient vu les Félagas en embuscade, se sont plissés. Il n'a pas mangé. Il a lu, en silence, pendant que Élise babillait sur les cancans du quartier. Quand il a relevé la tête, le monde s'est figé. Élise, expliquant. Pas une question, un ordre. Militaire jusqu'à la moelle. Elle a blêmi sous son fond de teint, mais a tenté le coup de la veuve éplorée, larmes, mains tremblantes, je voulais juste sécuriser notre avenir, chérie. Pour Alexandre aussi. Pour moi. Le mensonge ultime. Papa s'est levé, sa chaise raclant le parquet comme un glas. Tu pars demain.
Et ne reviens pas avant d'avoir appris ce que c'est que l'honneur. Elle a hurlé, bien sûr. Accusation de fils ingrats, de mari tyrannique. Mais papa, lui, ne hurlait pas. Il téléphonait déjà à ses anciens camarades de la Légion, ces ombres burinées qui tenaient encore des postes dans les centres de formation militaire près de Cazaux, en Gironde. Le lendemain, 2 cars militaires anonymes, plaques civiles l'ont emmené. Pas en prison, non, papa n'était pas vengeur au point de la briser d'un coup. Mais en rééducation, comme il disait. Un camp d'entraînement pour civils en crise, une de ces structures discrètes que l'armée française réserve aux épouses de officiers qui déraillent. Des marches forcées dans les pins landais, des nuits sous la tente, des leçons sur la loyauté et la discipline. Élise, avec ses escarpins Louboutin et son rouge à lèvres Chanel, envoyait au front des fourmis et des moustiques. J'ai ri, pour la première fois depuis des mois, en imaginant sa panique chic se muer en sueur et en boue. Mais la vengeance, la vraie, ne s'arrête pas à un exil forcé. Élise est revenue 2 semaines plus tard, changée, les yeux creux, le corps amaigri sous ses tailleurs trop larges. Et avec elle, non pas des excuses, mais une convocation judiciaire. Elle m'accusait de diffamation, de vol de documents privés, de harcèlement moral. Il m'a calomnié auprès de son père pour m'évincer de l'héritage, lisais-je dans la lettre du greffe du tribunal de Nanterre. Le ménage que j'avais fait? Pour elle, c'était un crime. Et le tribunal, ce moulin à papier glacé de la justice française, allait en juger. Les audiences ont commencé en septembre, sous un ciel de Paris qui virait au gris plombé, comme si la ville elle-même conspirait à notre drame. J'étais là, en costume sombre acheté d'occasion rue de Rivoli, face à son avocat, un requin de la place Vendôme aux ongles manucurés. Élise, réinstallée dans un appartement loué à mes frais, ironie du sort, payé par les fonds qu'elle avait presque volés, témoignait avec une voix brisée, fabriquée. Alexandre m'a toujours haï. Depuis le premier jour. Il voulait sa mère de retour, et moi, j'étais l'usurpatrice. Les jurés, ces anonymes tirés au sort parmi les cols bleus de la banlieue, hochaient la tête, touchés par son numéro de veuve éplorée. Mon avocat, un jeuneau de la fac qui facturait à l'heure, balbutiait sur la légitime défense patrimoniale. Mais je voyais clair, c'était sa revanche, son moyen de me traîner dans la boue publique, de me faire passer pour le monstre aux yeux de papa, qui assistait muet depuis le fond de la salle. Chaque soir, après les plaidoiries, je rentrais à pied le long de la Seine, les quais humides sous mes semelles usées. L'eau noire charriait des reflets de Notre-Dame, mutilée encore par ses échafaudages post-incendie, et je me demandais si ma propre cathédrale intérieure n'était pas en train de s'effondrer. La solitude me rongeait, ce vide que seule la rage comble. J'imaginais Élise dans son lit king size, riant sous cape, se repassant les scènes du camp comme un badge d'honneur inversé. Regardez ce qu'il m'a fait subir, murmurait-elle à ses amis du bridge, ces bourgeoises friandes de ragots. Mais elle ignorait que j'avais commencé mon propre ménage, des enregistrements discrets de ses appels, des traces numériques de ses transferts bancaires que j'avais fait auditer par un hacker freelance de Belleville. Pas pour l'argent, non. Pour l'âme. Pour l'avoir craqué, avoué, imploré. Papa, lui, restait en retrait, mais ses silences étaient des ordres. Laisse la justice faire, fiston. Mais souviens-toi, en guerre, on frappe où ça fait mal. Il passait ses soirées à polir ses médailles, ses disques de bronze terni qui racontaient des nuits sans sommeil en Kabylie. Je le voyais, ce géant au dos voûté par les ans, et je me haïssais d'avoir importé ce poison dans sa quiétude. Pourtant, au fond, une part de moi exultait, Élise avait allumé le feu, et maintenant, elle dansait dedans. La première fissure est apparue lors de la deuxième audience. Mon témoin, un notaire de Neuilly que j'avais convaincu de témoigner sur les irrégularités des procurations, a balayé ses accusations d'un revers de main ganté. Madame a outrepassé ses droits, monsieur le juge. C'est du détournement pur et simple. Élise a pâli, son masque craquelant comme du plâtre sec. Elle m'a fusillé du regard, un éclair de haine pure qui m'a électrisé. C'est là que j'ai compris, la revanche ne serait pas dans le verdict qui penchait déjà en ma faveur, mais dans le lent empoisonnement de son orgueil. Je commençais à envoyer des lettres anonymes, pas des menaces, non, des rappels subtils. Le quand a-t-il appris l'humilité, Élise? Ou préfères-tu que tes amis sachent pour les 50 000 € à Genève? Pas signé, bien sûr, posté depuis des boîtes aux lettres de la banlieue, où les caméras sont rares. Noël approchait, et Paris s'habillait de guirlandes criardes sur les Champs-Élysées, mais notre maison restait sombre, les lumières tamisées comme un deuil anticipé.
Papa avait refusé de la laisser revenir, même pour les fêtes, qu'elle aille se repentir chez les curés, avait-il grogné. Elle logeait désormais dans un studio meublé près de la place de la Concorde, un taudis chic pour une femme habituée au lustre de cristal. J'allais la voir parfois, pas pour confronter, mais pour observer. De l'extérieur, tapie dans l'ombre d'un café, je la regardais rentrer, sac à main serré contre elle comme un bouclier. Son pas, autrefois chaloupé, était raide, hanté par les ampoules des marches forcées. Et dans ses yeux, quand elle croisait un reflet de vitrine, je voyais la peur pas de moi, pas encore, mais de l'abîme qu'elle avait creusé elle-même. Un soir de mi-décembre, après une audience où le juge avait ordonné une expertise bancaire à ses frais, elle m'a appelé. Sa voix, au téléphone, était un fil tendu sur le point de rompre. « Alexandre, on peut parler ? Pas au tribunal. En privé. » J'ai accepté, bien sûr. Rendez-vous aux Zinc du Procope, ce bistrot historique où Voltaire s'enivrait de philosophie. Elle est arrivée en retard, emmitouflée dans un manteau de laine qui la faisait paraître plus petite, plus fragile. « Un café ? Ou quelque chose de plus fort, ai-je proposé, ironique. Elle a commandé un cognac, les mains tremblantes. « Pourquoi me hais-tu autant ? Je n'ai fait que survivre, comme toi. » Survivre. Le mot m'a fait éclater de rire, un rire sec qui a tourné les têtes des serveurs. Survivre en suçant la moelle de ma famille ? En mentant à l'homme qui t'a sauvé de ta misère de veuve sans le sou ? J'ai sorti les preuves, posées sur la table comme des cartes d'un jeu truqué, impression d'email, relevé falsifié. Elle a lu, les lèvres pincées, et pour la première fois, j'ai vu des larmes véritables couler, pas théâtrales, mais acides, creusant des sillons dans son maquillage. Ton père. Il ne me pardonnera jamais. J'ai haussé les épaules. Le pardon n'est pas mon affaire. C'est la vérité qui compte. Et la tienne pue la pourriture. Elle est partie en titubant, le cognac à peine touché, et j'ai su que le poison agissait. Les lettres anonymes ont continué, plus incisives, des photos floues de ces nuits solitaires, agrémentées de citations de Sun déçu que papa m'avait apprises toute guerre est fondée sur la tromperie. Elle a commencé à craquer en public, appels hystériques à des amis qui l'évitaient, plainte au commissariat pour harcèlement qu'on classait sans suite faute de preuves. Le tribunal, indifférent à nos drames intimes, rendait son verdict en janvier, non-lieu pour moi, et une amende salée pour elle pour procédure abusive. Mais la vraie sentence, c'était moi qui la prononçais, goutte à goutte, dans l'ombre. Avril revenait, avec ses pluies fines qui lavaient les trottoirs de la capitale sans jamais effacer les taches morales. Papa avait repris ses habitudes, promenade matinale au bois de Boulogne avec son vieux berger allemand, mais ses yeux s'attardaient plus longtemps sur les photos de maman, ses portraits en noir et blanc où elle riait, libre, avant le cancer. « Tu as bien fait, fiston », m'a-t-il dit un soir, devant un plateau de fromage et un Bordeaux de 1982. Mais finis-la proprement. Pas de traces. Je hochai la tête, le cœur serré comme un nœud coulant. La revanche n'était pas qu'à elle, et elle me rongeait aussi, ce besoin de justice qui virait à l'obsession, me réveillant la nuit en sueur, hanté par son visage pas le sien d'aujourd'hui, brisé, mais celui d'avant, carnassier. Élise avait fui Paris pour un temps, prétextant une cure thermale à Vichy, mais je la pistais via un contact à la préfecture à un cousin de papa, discret comme une ombre. Elle logeait en fait dans une pension de famille à Lyon, ville grise où les traboules cachent les secrets comme des aveux. J'y suis allé un week-end, prétextant un déplacement professionnel j'avais décroché un stage chez un cabinet d'avocats spécialisé en litiges familiaux, ironie suprême. La pension était un cube de béton anonyme, près de la Saône, où les prostituées du soir se fondaient dans les passants. Elle occupait la chambre 12, au 3e, avec vue sur un mur lépreux. Je l'ai attendue dans le hall, feignant de lire Le Monde. Quand elle est descendue pour le dîner opale, les cheveux ternes sans son coiffeur de Neuilly, nos regards se sont croisés. Pas de fuite, pas de cri. Elle s'est approchée, lente, comme une condamnée à son exécution. « Tu me traques maintenant ? C'est ça, ta vengeance ?» Sa voix était un murmure rauque, usé par les nuits sans sommeil. Je l'ai invitée à s'asseoir, commande 2 verres de vin local, âpre comme la vérité. Pas de trac, Élise. Juste la fin du ménage. Tu as commencé, je termine. Ce qui a suivi n'était pas une confession, mais un écoulement purulent. Elle a parlé pendant des heures, le vin aidant, de son premier mari mort en Indochine, de la misère des années 70, de comment papa était son billet pour la respectabilité. Je l'aimais, tu sais. À ma façon.
Mais la peur. Elle dévore tout. J'ai écouté, impassible, notant mentalement chaque faille, la culpabilité pour une fausse couche qu'elle avait cachée, la jalousie viscérale envers maman, morte trop tôt pour être une rivale réelle. Et moi, Alexandre? Je n'étais qu'un obstacle à ton trône d'héritier. J'ai ri doucement. Le trône? C'est une prison, Élise. Et tu y as enfermé papa. À l'aube, quand elle est remontée, titubante, j'ai laissé une enveloppe sur la table, les preuves complètes, avec une note. Brûle-les, ou publie-les. Choisis ta fin. Elle n'a rien brûlé. Au lieu de cela, elle a craqué pour de bon, un appel à papa, larmoyant, implorant un pardon qu'il n'accorda pas. Puis, le suicide raté ou une poignée de somnifères dans un hôtel de la rue Grenelle, découvert par la femme de ménage. Pas mortel, mais assez pour les journaux People, drame familial chez ex-officiers, la seconde épouse au bord du gouffre. La presse a titré, bien sûr, ces charognards des tabloïds comme Paris Match ou Closer, flairant le scandale bourgeois. L'héritier maudit et la belle-mère brisée. Papa a claqué la porte au journaliste, moi j'ai souri dans l'ombre, mais ce sourire avait un goût de cendre. La revanche était complète, Élise internée en clinique psy près d'Aix-en-Provence, sous surveillance, son nom sali, son avenir réduit à des pilules et des thérapies. Elle écrivait des lettres, maintenant, des missives tremblées où elle suppliait, « Pardon, Alexandre. J'ai tout perdu. » Je les lisais, les rangeais dans un tiroir, sans répondre. Le silence, c'est l'arme ultime. Pourtant, au cœur de cet été 2025, alors que Paris s'asphyxiait sous la canicule et que les touristes envahissaient les terrasses, je me suis surpris à douter. Était-ce justice, ou juste une boucle de haine? Papa, vieilli d'un coup, m'a pris à part un soir au jardin, sous les rosiers que maman plantait autrefois. Fiston, la guerre finit quand on pose les armes. Elle a payé. Toi aussi. Ces mots, lourds comme un sac de sable, m'ont cloué sur place. J'ai brûlé les lettres ce soir-là, dans le barbecue rouillé, les flammes léchant le papier comme une absolution tardive. Élise est sortie de clinique en septembre, un fantôme amaigri qui a filé à Marseille, chez une sœur lointaine. Pas de contact, plus de procès. Seulement des rumeurs, elle bosse comme aide-soignante, anonyme, loin des lustres et des mensonges. Moi, j'ai fini mes études, intégré le cabinet, marié une fille de la fac aux yeux verts et au rire franc. Papa? Il sourit plus, parfois, en racontant ses anecdotes militaires sans amertume. Mais la nuit, quand la Seine murmure sous les ponts, je revois son regard, celui d'Élise, briser mes vivants. La revanche n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Et dans ce pays de logique impitoyable, où l'honneur se paie en silence, j'ai appris que le vrai ménage, c'est celui qu'on fait en soi-même. Avant que le poison ne vous ronge à votre tour.